sauvages génèrent de l'argent pour les groupes criminels organisés, faiblissant davantage l'état des droits et facilitant une spirale descendante de la croissance de l'économie illicite sur le coût de l'économie licite. La région de l'Afrique centrale est l'une des régions les plus riches en ressources naturelles du monde. Les pays d'Afrique centrale sont une source et un point de transit important pour le trafic des ressources naturelles. L'estimation montre que 2 millions d'hectares de forêts sont détruits chaque année. En Afrique centrale, il existe de plus en plus de preuves de liens entre l'exploitation illicite des ressources naturelles et la criminalité transnationale organisée. Selon le rapport Egmont de 2020, les groupes criminels peuvent utiliser les mêmes routes pour le commerce des produits de la faune que le commerce des armes illégales. De plus, le braconnage et le trafic illicite des ressources nationales constituent un défi de sécurité nationale lié aux groupes armés, en particulier dans le cadre de la RCA et de la RDC, comme le reconnaît le Conseil de sécurité des Nations unies. Il y a une prise de conscience limitée des menaces de la criminalité liée aux espèces sauvages, non seulement pour l'environnement et la biodiversité, mais aussi pour la santé humaine, le développement économique et la sécurité. Les gouvernements sous-financiers et les institutions fragiles n'ont pas la capacité de réglementer l'exploitation de leurs ressources naturelles et de prévenir, enquêter, poursuivre et juger les crimes contre les espèces protégées de la flore et de la faune sauvage non pas conformes aux normes et standards internationaux. Prochaine, s'il vous plaît. Il est essentiel de changer le paradigme de la lutte anti-trafic. Dans la grande majorité des cas, les efforts de lutte se limitent encore essentiellement à la traque des braconniers et les avancées se mesurent par le nombre d'arrestations des braconniers et de saisie des ressources naturelles faisant l'objet du trafic. Cette approche non proactive ne peut pas réduire durablement la criminalité liée aux ressources naturelles, ni contribuer structurellement à la paix et à la sécurité dans les zones concernées. Plutôt, les services concernés doivent conjuguer leurs efforts afin d'approfondir les enquêtes, de mettre à jour les réseaux organisés transnationaux qui se cachent derrière des saisies ponctuelles et de les démanteler. La Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et la Convention contre la corruption fournissent le cadre juridique nécessaire de la coopération internationale dans la lutte contre le trafic illicite d'espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Pour faire face à ce crime transnational, l'ONUDC a élaboré le Programme mondial des crimes qui portent atteinte à l'environnement. Ce programme travaille pour et avec la communauté chargée de l'application des lois sur les espèces sauvages afin de garantir que la criminalité liée aux espèces sauvages, l'exploitation forestière illégale, les crimes liés à la pêche et d'autres crimes associés soient traités comme des crimes organisés transnationaux graves. L'ONUDC se focalise sur les aspects législatifs des poursuites judiciaire et d'application des lois dans les États membres afin de renforcer les cadres politiques, législatifs et réglementaires, renforcer la coopération au niveau bilatéral et régional, améliorer les capacités de collecte, d'analyse et de diffusion des informations au niveau régional, améliorer les connaissances et les compétences d'enquête et de poursuite des activités criminelles connexes grâce à des programmes de formation, développer des outils de prévention des risques de corruption. C'est principalement à vue de lien entre le trafic illicite des ressources naturelles et les questions de paix et de sécurité que l'action du Programme mondial de l'ONUDC en Afrique centrale a été rattachée au programme d'appui
aux réformes, au renforcement des capacités institutionnelles de la CEEAC, secteur paix et sécurité. Avec l'appui financier de l'Union européenne, les projets renforcement des capacités judiciaires des États membres de la CEEAC pour la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et le trafic illicite des ressources naturelles visent à la fois la criminalité faunique, le trafic de la faune, du bois et des minéraux. En termes de volume financier généré par les trafics, plusieurs experts estiment que l'exploitation illicite des ressources forestières, souvent à grande échelle et dans des zones difficilement accessibles, dépasse de loin les trafics fauniques. 6 pays pilotes ont été sélectionnés pour la mise en œuvre des activités: Cameroun, Centrafrique, Gabon, République du Congo, République centrafricaine, République démocratique du Congo et Tchad. L'objet global se décline en 3 résultats. Renforcer les capacités nationales à prévenir, détecter, enquêter, poursuivre et juger la criminalité contre les espèces sauvages et les trafics illicites des ressources naturelles en Afrique centrale. 2. Renforcer la coopération entre les États membres de la CEEAC. Et 3. Renforcer la capacité nationale à lutter contre la corruption et le blanchiment des capitaux qui facilitent la criminalité liée aux espèces sauvages et le trafic illicite des ressources naturelles. Le programme mondial assure le renforcement des capacités des agents d'application de la loi des différentes agences nationales engagées dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages, police, gendarmerie, douane, gardes forestiers, etc., ainsi que les magistrats et procureurs. Pour atteindre ces résultats, le programme mondial fournit une expertise et une assistance technique dans l'analyse, le renforcement et l'application de la législation sur la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts. Il fournit un soutien opérationnel aux agences de l'application de la loi pour améliorer les processus de collecte et d'analyse d'informations et les techniques d'enquête. Fournit une formation et un mentorat aux procureurs pour renforcer leur capacité à préparer et à engager des poursuites judiciaires. Forme des agents de première ligne sur la gestion des scènes et crimes et analyse criminalistique en collaboration avec l'ONG Trace. Développe des guides de référence rapides, des lois pertinentes et des infractions types comme ONUDC a déjà fait en Afrique de l'Est pour faciliter les enquêtes et les poursuites judiciaires en matière de la criminalité liée aux espèces sauvages et aux ressources naturelles. Merci. Le programme mondial encourage également la coopération au niveau national, régional et international. Ces deuxièmes résultats s'appuient sur les enseignements tirés par ONUDC sur la nécessité de renforcer davantage la coopération régionale et nationale dans des domaines tels que l'échange d'informations, la prise de décision et la mise en œuvre. Au niveau national, le programme mondial soutient la création et ou l'opérationnalisation des groupes de travail interinstitutionnels sur la criminalité liée aux espèces sauvages et le renforcement de la coopération interinstitutionnelle, comme en RDC actuellement, avec l'élaboration de la stratégie nationale pour la lutte contre les crimes fauniques et forestiers menée par ONUDC et les programmes des FAPS de USAID. Au niveau régional, une étude sur le trafic des minéraux dans certaines régions d'Afrique centrale afin de mieux comprendre la situation actuelle en Afrique centrale, des tables rondes régionales avec les autorités nationales compétentes pour échanger sur les meilleures pratiques et d'identifier les synergies et développer une réponse plus complète au niveau régional. Une étude sur le concept et l'opérationnalisation du concept d'écosécurité
pour avoir une définition acceptée au niveau régional et élaborer une stratégie commune. Ce concept a été introduit lors de la conférence du ministère de N'Djamena en 2017. Au niveau international, par le biais des réunions WIRE ou WIRE entre les principaux membres des services répressifs et judiciaires d'Asie du Sud-Est, d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale pour discuter de la création des réseaux, du partage d'informations, des renseignements et du renforcement de l'entraide judiciaire. Le troisième résultat vise à renforcer les mesures nationales afin de prévenir, d'identifier, d'enquêter et de poursuivre plus efficacement la corruption qui facilite la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts et de renforcer les enquêtes financières. La corruption favorise l'expansion des groupes criminels organisés et intervient à chaque étape du trafic d'espèces sauvages, y compris le braconnage, l'abattage, le commerce et la consommation des espèces sauvages. Les activités proposées dans le cadre de ces résultats sont les suivantes. Identification des risques par les organismes nationaux dans les lois et procédures de gestion des crimes fauniques et forestiers et la hiérarchisation des priorités. Élaboration des mesures pour la réduction et la prévention de la corruption et la mise en œuvre de ces stratégies fondées sur les risques. Les exemples comprennent l'amélioration des processus de transparence, renforcement des systèmes d'approvisionnement et des recrutements, renforcement des capacités dans les domaines spécifiques, par exemple identification du bois. Mise en œuvre des mécanismes d'intégrité institutionnelle. L'ONUDC a développé des outils pour les autorités de gestion des espèces sauvages afin de traiter les risques de corruption et de développer des mesures d'atténuation en relation avec la criminalité liée aux espèces sauvages. C'est une guide d'intégrité, par exemple, dans le secteur de la pêche et du bois afin de préserver l'intégrité et l'efficacité à ces secteurs et de mieux protéger les ressources naturelles. Les programmes développent des activités de la lutte contre la corruption dans les parcs nationaux de Virunga et de la Garamba en RDC en collaboration avec African Parks. Pour terminer, la corruption est l'un des principaux catalyseurs de la criminalité liée aux espèces sauvages, aux forêts, à la pêche au niveau mondial. Les criminels prospèrent sur l'existence de la corruption car elle leur permet de commettre, de dissimuler et d'éviter d'être condamnés pour leurs crimes. Les avantages clés de la lutte contre la corruption sont d'améliorer les politiques forestières en faisant en sorte que les politiques répondent aux besoins de la société plutôt qu'aux intérêts des corrompus. Augmenter les rendements des investissements dans le développement forestier en réduisant la distorsion due à la corruption. Augmenter la perception publique de la légitimité de la réglementation forestière. Si l'on n'attaque pas la corruption, ces secteurs restent vulnérables aux activités criminelles organisées. En d'autres termes, tout l'autre effort déployé pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages, aux forêts et à la pêche seront voués à l'échec si l'on ne s'attaque pas à la corruption. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Madame Ina. Donc, nous allons passer à notre deuxième panéliste qui est M. Matamale Jean-Jacques de CIEDD. S'il vous plaît. Merci. À vous la parole. Merci. Je suis Jean-Jacques Urbain Matamale. Je travaille pour le Centre pour l'information environnementale et le développement durable
C'est une ONG de droit centrafricain. Au-delà de cela, je suis expert en gouvernance des ressources naturelles et les droits des communautés. Juste pour partager la petite expérience de la République centrafricaine dans le cadre de la lutte contre la criminalité faunique, environnementale et forestière. Merci. Alors donc, le groupe de travail sur la criminalité est une plateforme multi-acteurs créée par arrêté du ministre en charge des forêts en 2018. Il assure une mission de prévention et de répression de la criminalité environnementale, forestière et faunique et les infractions assimilées. Il a vocation de traquer les contrevenants aux textes applicables, de réceptionner les dénonciations des cas de fraude en matière forestière et environnementale, d'exploiter et traduire en justice les présumés auteurs des infractions constatées. Suivant. Ces objectifs sont entre autres de moraliser la vie publique, créer un lien de confiance entre les populations et les auteurs de la vie publique et privée, prévenir la criminalité forestière, faunique, environnementale et les infractions assimilées, poser les fondements d'un développement économique et social durable. Suivant. Ils sont occupés. La plateforme est présidée par un haut cadre du ministère des Eaux et Forêts qui assure les fonctions de conseil exécutif d'Interpol. Le Bureau national Interpol joue un rôle capital dans le fonctionnement de cette plateforme. L'Union européenne est très engagée. La MINUSCA, c'est-à-dire la mission multidimensionnelle des Nations unies en Centrafrique, est aussi engagée pour appuyer cette plateforme. Et nous avons les ONG nationales ainsi que les ONG internationales intervenant dans la conservation, la foresterie et l'environnement. Donc, tous ces acteurs-là participent aux travaux de la dite plateforme. Suivant. C'est un organe de veille et de lutte contre la criminalité forestière, faunique et environnementale et les infractions assimilées. À cet effet, il a charge d'élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale, de coordonner, superviser et assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques de prévention et de lutte contre toute forme d'infraction. Il évalue périodiquement les instruments et les mesures administratives afin de déterminer leur efficacité. Il identifie les causes structurelles de malgouvernance et de proposer des mesures susceptibles de les éliminer dans tous les services publics, parapublics et privés. Il donne des avis et des conseils à toute personne physique ou morale ou à tout organisme public ou privé et de recommander des mesures d'ordre législatif et réglementaire de prévention et de lutte contre la criminalité forestière, faunique et environnementale. Il recueille aussi, centralise et exploite les dénonciations et plaintes dont il est saisi. Et il saisit le procureur près la juridiction compétente. Il veille aussi au renforcement de la coordination intersectorielle et au développement de la coopération avec les organes qui participent à la lutte contre cette criminalité, tant au niveau national qu'au niveau international. Le groupe de travail ou la plateforme multi-acteurs pour la lutte contre la criminalité, en dépit de la bonne volonté des parties prenantes, est confronté à des difficultés de financement pour mener ses activités, notamment les missions de terrain. Jusqu'à cette date, il manque de financement pour développer la stratégie nationale, puisque ce travail a été très rapidement stoppé pour cause de financement. Et le renforcement des capacités
afin d'être mieux outillés sur des tâches spécifiques telles que les techniques d'investigation, de documentation et d'archivage n'est pas effectif. Singila Mingi, merci. La présentation de Madame Clarisse Fombana de Sahel. Merci, Madame. Okay. Merci de me donner la parole. Occasion ici de présenter ce que nous faisions dans le cadre du suivi communautaire du couvert forestier et des illégalités fauniques dans les aires protégées, notamment dans le parc national de Ndeng au Cameroun. Qui est l'OSAID? L'OSAID, en abrégé Service d'appui aux initiatives locales de développement, est une ONG qui œuvre pour le développement rural depuis plus de 30 ans. Elle a pour mission d'accompagner les paysans et les communautés riveraines des zones d'exploitation des ressources naturelles dans leurs initiatives entrepreneuriales et agro-pastorales en vue de leur épanouissement socio-économique. Comme principaux axes d'intervention, nous intervenons sur les questions de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, sur la communication rurale à travers le journal La Voix du Paysan et le Centre de documentation pour le développement rural. Également, nous avons des services de conseil agricole. Également, nous travaillons sur des questions de chaîne de valeur, bois, énergie. Également, la gestion des ressources naturelles. Prochain. À titre introductif, les aires protégées sont le patrimoine naturel que l'État doit pouvoir préserver pour les générations futures, aussi bien les écosystèmes dans leur ensemble que les espèces et les gènes en particulier. Au Cameroun, les aires protégées couvrent une superficie de 10 161 524 hectares, représentant ainsi une superficie, un pourcentage de 21,37% du territoire national. Donc, la mise en place de cet espace protégé devrait nécessiter qu'on s'assure que les restrictions liées à la conservation ne menacent pas les activités de subsistance et traditionnelles des populations qui vivent autour de ces espaces. Suivant. Donc, l'un des principaux facteurs qui nuit à la gestion des aires protégées en général est la situation de conflit qui existe souvent entre le service de conservation et les populations qui vivent à proximité de ces espaces protégés. Donc, ce qui continue à occasionner les activités illégales dans l'aire protégée. Et donc, le constat que l'on fait est que l'implication des communautés dans la gestion des aires protégées ne se limite très souvent qu'à l'information et la sensibilisation. Donc, il est important de mettre en place une approche plus participative qui permettent à ce que les populations s'expriment mieux et participent davantage à la gestion des aires protégées. Suivant. Donc, le parc national de Ndeng, il est situé dans la région de l'Est, au Cameroun, dans le département du Lom et Djerem, à cheval entre deux arrondissements, Belabéo et Bétaré-Oya. Donc, il est créé en 2010 comme compensation environnementale du barrage hydroélectrique de Lompanga. Donc, nous pouvons voir la situation géographique de ce parc. On va voir le deuxième schéma là.
on voit le parc en bleu foncé. Voilà, ce parc fait face à plusieurs menaces. Donc, on va voir les petits carrés rouges là, ce sont les alertes de déforestation qui sont sur le parc. Donc, ça, c'est la situation de décembre 2015 à juillet 2019. Nous revenons en mars 2022, on voit que la déforestation s'est accentuée. Donc, on voit beaucoup de points rouges qui sont des alertes de déforestation émises par la plateforme Global Forest Watch. Suivant. Donc, le parc national de Deng Deng fait face à plusieurs contraintes, notamment la forte dépendance des populations sur les ressources du parc. Donc, les populations, elles continuent à mener leurs activités à l'intérieur du parc, les activités de subsistance pour la collecte des produits forestiers non ligneux, la chasse, la pêche et également, ils ont leur site culturel à l'intérieur du parc. Comme autre contrainte à la conservation, les populations sont fortement agricoles. Donc, elles ont besoin d'espace pour pratiquer leurs activités agricoles. Donc, elles sont en manque d'espace parce que le barrage hydroélectrique est arrivé, des populations ont été délocalisées. Également, on a mis en place le parc dans la même localité, ce qui fait que les populations n'ont plus assez d'espace pour pratiquer les activités agricoles. Donc, également, dans la zone, il y a beaucoup de grands projets. Il y a le pipeline hydrocarbures donc, qui passe dans la zone. Il y a également la ligne de haute tension. Donc, il y a beaucoup de restrictions dans la zone en ce qui concerne les populations et leurs activités. Donc, également, il y a la présence des unités forestières d'aménagement autour des villages. Comme autre contrainte à la conservation, nous avons l'ennoiement du parc par les eaux du barrage hydroélectrique de Lompanga. Suivant. Donc, l'objectif du travail dans la zone était de renforcer la participation des communautés riveraines dans la gestion et le suivi du parc national. Spécifiquement, proposer une approche de suivi communautaire pour le parc national de Deng Deng. Renforcer la collaboration entre les communautés riveraines et le service de conservation et enfin de contribuer à une meilleure gouvernance forestière et faunique en fournissant des données réelles de l'aire protégée. Comme approche communautaire, nous avons mis en place un groupe d'observateurs communautaires. C'est un groupe de personnes qui a été identifié dans la zone selon un certain nombre de critères. Et ce groupe d'observateurs communautaires devait faire le travail de suivi dans l'aire protégée, donc de collecter et de transmettre les informations illégales qui se font dans le parc. Parce que le constat aussi fait que plusieurs activités illégales de chasse surtout se passent à l'intérieur du parc et ceux qui sont à l'origine de ces activités ne sont pas toujours des personnes de la communauté. Donc, il était important de mettre en place un groupe de personnes qui devaient veiller à ce que l'intégrité de l'aire protégée ne soit pas atteinte. Donc, la collecte et la transmission des informations qui se fait par les observateurs communautaires, donc c'est un travail qui permet de générer les alertes lors de leur patrouille dans l'aire protégée. Donc, comment le travail se fait? On a conçu un formulaire qui est téléchargeable à travers l'application mobile GeoDK Collect. Donc, les communautés
dans leurs activités quotidiennes, ils ont été dotés des smartphones. Ils collectent des données qu'ils nous transmettent sur les causes de déforestation et de dégradation dans l'air protégé. Comment ces données sont utilisées? Ces données sont envoyées dans une plateforme que nous avons appelée le système de suivi de la dégradation et de la déforestation au Cameroun, en abrégé 2S2D. Donc, c'est un géoportail interactif en ligne conçu pour améliorer la gestion et la conservation des paysages forestiers au Cameroun. Donc, elle fournit des données fiables et en temps quasi réel sur les causes de la disparition des forêts. Donc, le portail vise à dénoncer les activités illégales dans le secteur forestier. Le site de la plateforme www.2s2d.org. Tout le monde peut visiter. Suivant. Donc, comment ça marche? Les communautés ou les observateurs ou les organisations de la société civile, ils peuvent collecter les données donc, à travers leur smartphone et l'application GeoDK Collect. Il y a un formulaire déjà conçu. Les données seront transmises dans une base de données qui est à notre niveau au Sahel. On vérifie les données, on les traite et puis on fait afficher les données sur la plateforme 2S2D en ligne. Donc, les données sont affichées sous forme d'alerte. Si tu cliques sur l'alerte, on va avoir des informations sur l'alerte, les informations sur l'infraction en question. Et également, derrière chaque alerte, il y a un rapport qui détaille mieux l'infraction. Également, nous avons collecté les rapports d'observation indépendante que nous traitons et que nous faisons afficher sur la plateforme. Suivant. Donc, en termes de renforcement de la collaboration entre le service de conservation et les observateurs communautaires, nous avons organisé des réunions de sensibilisation des populations en présence du service de conservation. Donc, il était important de faire ces réunions pour conscientiser davantage les populations sur les objectifs de conservation de l'air protégé et également de créer un environnement de confiance entre la communauté et le service de conservation, pour que le service de conservation ne soit pas toujours vu comme le méchant policier qui arrive dans la communauté pour nuire. Donc, c'est ce que nous avons essayé de faire. Également, d'organiser des missions de patrouille mixtes entre observateurs communautaires et services de conservation pour voir comment ces deux acteurs peuvent travailler ensemble dans le suivi de l'air protégé. Suivant. Donc, comme principaux résultats, 11 observateurs communautaires suivent à ce jour et rapportent des informations sur les illégalités observées dans le parc. Ça, c'est dans la partie nord. On n'a pas pu travailler dans tous les villages, donc on a juste sélectionné quelques villages dans lesquels on a sélectionné un certain nombre d'observateurs communautaires. Également, une mission coup de poing a été déclenchée par le service de conservation suite aux dénonciations des observateurs communautaires. Donc, ils ont saisi 10 armes à feu, plusieurs munitions et des personnes qui étaient à l'origine de ces infractions ont été arrêtées. Donc, également, la cartographie des champs dans l'air protégé. À l'intérieur du parc, nous avons constaté que les populations continuent à mener des activités sans problème. Donc, elles mènent leurs activités agricoles. On va voir sur la première photo, c'est un champ
qui a été brûlée, c'est la forêt qui a été brûlée en préparation pour l'agriculture. Également, au milieu là, ce sont des sillons préparés toujours à l'intérieur de l'aire protégée pour les cultures. Donc, on va voir des campements, des personnes qui vivent carrément avec leur famille et qui pratiquent leurs activités au quotidien à l'intérieur du parc. Enfin, perspective. Nous prétendons continuer de mener des sensibilisations pour une bonne conscientisation des populations autour de l'aire protégée, renforcer les capacités des populations dans les pratiques agricoles durables, notamment l'agroécologie, développer des actions qui permettent que les populations tirent des bénéfices de la conservation, et également trouver des financements pour continuer à avoir des données réelles sur les causes de perte des forêts et sur les dynamiques des populations, important pour les prises de décision. Donc, quelques productions suite à notre intervention dans la zone. Nous avons une briefing note sur les coûts sociaux et environnementaux du barrage hydroélectrique de Lompanga. Nous avons également un documentaire sur l'impact du barrage de Lompanga sur les populations riveraines et un dernier documentaire sur les pressions dans le parc national de Dendé. Merci pour votre attention. Merci, Madame Clarisse. Vous étiez vraiment dans le temps imparti. Donc, nous allons écouter la présentation de notre quatrième panéliste, Madame Habiba Mohamed, sur le renforcement des capacités de la société civile en matière de surveillance des forêts et de la faune sauvage et d'application de la loi, résultat des évaluations des besoins en capacité des OSC du bassin du Congo. Et Madame Habiba Mohamed est de CIDT. À vous la parole, Madame. Merci. Merci, monsieur. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir. En fait, je vais m'excuser parce que je vais faire ma présentation en anglais. So I was saying that my presentation today will be about a presentation of a report that a study report that that CIDT, my organization, and another organization called Conservation Justice based in Gabon have prepared together. The report is entitled Mapping Study of NGOs Working on Forest Governance and Wildlife Protection in the Congo Basin region. And it was undertaken in the framework of a project we commonly work on called Strengthening the Application of the Law in Fauna and Flora in Central Africa, or RALF project. So, as you can see, today we're going to talk about, I'm going first to introduce you to the study, give you a little bit of information about it. Why did we think we need it? Give you some elements of the methodology we used, and share with you some key findings. And I'm going to end with some recommendations. So about the study, I was saying that it was a part of the RALF project. And we actually thought about it because we noticed that most of the national organizations that we work with were actually more focused on IFM, while we saw that most of the INGOs are actually working in the field of wildlife monitoring. So we were just wondering, why is there this division of labor? We consulted the literature and we find that, like, very little evidence of like why this is happening. So we decided that we can also provide, try and fill in this gap of knowledge, but also we wanted to map out the different strategies and areas of interventions from the NGOs working in the environmental sector in the Congo Basin. And our main countries of focus are 4 countries: Cameroon, Congo, and Central African Republic, and Gabon. So unfortunately, we don't have any
data from DRC. So the methodology we used for this report is based on two main tools. First, we conducted like a desk-based documentary and literature review, reviewed all the documents that, and reports from the organizations working in the environmental sector. And the second main tool we used is depending on qualitative semi-directed interviews with 30 interviews in total from the 4 focus countries. So as you can see, we identified, like I'm going to share here some findings. So we identified that we have 5 main areas of intervention from the different organizations we interviewed. The main one of them was awareness raising. But there are also like many other tools like wildlife conservation, for example, alternative livelihoods, law enforcement, monitoring of timber and other natural resources, environmental education, and cultural preservation. Most of the organizations used a combination of these strategies, with awareness raising, as like I said, is like the main one. It's like cross-cutting across all of the NGOs. The local NGOs were more likely to be involved in environmental education, IFM, support to alternative livelihoods, and awareness raising, while the INGOs who were strongly engaged in conservation, protected area management, and market monitoring. So we have also identified a couple of, or more than a couple actually, of performance issues within both the local and the international NGOs. So the local NGOs were more likely to report internal governance challenges, and I've heard here from the colleagues on the panel that most of them suffer from problems like lack of funding or financial problems with financial self-sufficiency and other like internal organizational problems and so on. So the INGOs appear to be better resourced, but we still identified a couple of challenges linked to their organizational culture. In fact, to address these challenges, we found out that most of the INGOs tended to fund local NGOs to deliver community level projects or actions, such as environmental campaigns and awareness raising, because the INGOs preferred not to be involved at the community level. While the NGO staff were more focusing on the strategic management level of things, they focused on the management of parks and protected areas. They dealt directly with the government, while they let the local NGOs work directly with the communities. Therefore, what we concluded is that there is like a high dependency of local NGOs on INGOs, and in many instances, actually, local NGOs were seen or perceived as local affiliates of, or local offices, so to speak, of the INGOs. One of the issues that we have identified, and it was really strong, were the gender issues, whether it is within the internal organization of the civil society organizations we have interviewed, both local and international, but also on the community level. So we have very little evidence to start with. We have very little evidence of internal capacities to mainstream gender despite increased interest. So all the organizations were very interested in the gender thematic, but they didn't know how to apply it or how to mainstream it in their internal governance. We have limited number of local NGOs who had an gender policy or a gender strategy. And that was also perceived or observed in the INGOs as well.
The reasons behind this were, like we acknowledge, people were not aware that gender issues are important and they should, and relevant to their day-to-day work. Weak capabilities, so if they had the knowledge and interest, they didn't know how to apply them or mainstream them. And the third factor is the cultural factor, in fact, because like from the interviews we had with most of the representatives, they would say, oh, we are very interested in involving more women in our work, but women are not interested. So this is like something that was very interesting to observe. So I will move then to talk about the key needs that we have identified emerging from the environmental civil society in the 4 countries. And I've kind of like tried to divide them into 2 categories. So the management and governance on one side and the technical ones on the other side. So for the management and governance needs, we talked about many internal challenges like resource mobilization, for example, financial management, leadership, communication skills, internal governance systems, monitoring, evaluation, and learning, and also gender mainstreaming. For the technical needs, more of the some of the interviewees we've spoken with believe that they need to improve their investigative techniques, whether in IFM or wildlife monitoring. Also to learn how to use new technology, digital devices, and also learn new techniques when it comes to community monitoring and community sensibilization and legal frameworks. So one of the interesting aspects we've also identified is the relationship with the government. So we've noticed that at the beginning of the independent monitoring process, there was a very conflictual relationship between most civil society organizations and the government. But now things have smoothed down a little bit, and there is an increased level of acceptance and recognition of the role of civil society in both IFM and fighting wildlife illegality by the government. So the government is opening up a little bit to civil society. However, there are always raised concerns from civil society organizations about the limited responsiveness from the government sometimes to the reports submitted by civil society, and sometimes there is a lack of like coordination and lack of sanctions to perpetrators from the government's side. While that is like applicable in most cases for the local civil society organizations. However, for the INGOs, they have reported a better relationship with the government compared to the local NGOs. And some people said that this is because they already have like an agreement with the government. So the government knows that we are here and they collaborate with us based on that basis, especially that some of these NGOs provided funding and capacity building for some of the governmental entities. One concern that was raised by more than one INGO we have interviewed is that they are very keen on not warming up very much to the government. So they wanted to keep their neutrality because they were afraid of what we call greenwashing. So they wanted to keep their image as an objective partner of the government, but they did not like want to approve every single decision that the government made without like thinking about it first. Next slide, please. Okay, one of the main aspects of our findings of our study was the perceived division of labor between national and international NGOs. And very quickly, this is like the main core of our findings. Local NGOs are more focused on IFM,
this is true, rather than wildlife monitoring because of various factors, in fact. So the first one is that they have limited presence in the field. So most of the NGOs, local NGOs are based in the capital city, and they are not based in the field. So they have limited capacities to go on missions and report back. And they lack the proper resources for that. And another thing is that they feel very vulnerable towards the criminal networks and their potential threats. While the INGOs, they have more protection from their governments and so on. Also, there is a big cultural factor here because local NGOs mostly deal with the communities, and the communities kind of like believe that wildlife is part of their livelihoods. So the national NGOs did not want to impose on or be negatively perceived by the local communities they work with. So the solution was for the national NGOs who want to be involved in wildlife criminality was to in fact try the alternative livelihoods projects combined with awareness raising. However, here, while we consulted the academic literature, they said that the alternative livelihoods projects were there were very little research conducted on their impact and on the local communities, and if they we don't really know if they really improve their livelihoods or not. Okay, very quickly, next slide, please. So I'll very quickly go through recommendations, and then I will stop. Sorry, I've taken so much time. So for the recommendations, first, I'll try and present very quickly for the recommendations for the local and national NGOs. So we wanted them to focus more on the organizational development and to consider it as a priority, not just the implementation of projects, and to increase their sustainability, think strategically about developing financial strategic plans, engagement strategies, and so on. For the INGOs, we wanted them to actually consider conducting fairer and more equal partnerships with the local civil society, and conduct some sort of like organizational transfer of knowledge and transfer of capacities, and invest very much in the engaging with the national NGOs. For the donors, we actually wanted them to also prioritize funding models that would balance between IFM and wildlife monitoring, and to consider also the sustainability of the local NGOs, and to encourage governments to give more room for both local and international NGOs in the field, in the policy decisions regarding wildlife and timber. That's it for me. Thank you very much, and very happy to be here. Thank you. Merci, madame. Comment est-ce qu'on appelle? On va prendre peut-être 2 questions, sinon 3. Vous allez nous excuser par rapport à cette session. Ça doit être présenté par monsieur le DG Ganongo Jean Bosco, qui son agenda ne lui a pas permis d'être ensemble avec nous. Et moi, je suis monsieur Arsène Rigobert Guelele Kwene Kintono, président exécutif de l'ONG Action pour l'environnement et la solidarité internationale et chargé de la logistique et des finances à la plateforme de gestion durable de forêt. Alors, sans plus tarder, je commence à ma gauche. OK, merci. Merci aux panélistes pour la Vous avez une question seulement et vous avez 2 minutes. Merci beaucoup. Merci, la précision vaut le coup. Donc, merci aux panélistes. Je vais quand même me permettre de les féliciter pour la qualité des exposés. Donc, il y a un constat global qui a été fait, c'est que tout ce dont nous parlons en termes de criminalité, bon, je ne me suis pas présenté, je suis Éric Dacier et je suis expert régional au niveau du programme certification
qui est un programme qui est appuyé par la KfW, dont la coopération allemande, en appui au secrétariat exécutif de la Commission des forêts d'Afrique centrale. Donc, j'étais en train de dire, il y a un constat qui revient chaque année, c'est que effectivement toutes ces questions de criminalité sont liées à la corruption. Et plutôt que de questionner les véritables leviers de la corruption et d'essayer de tordre le cou à ce niveau, on continue de renforcer les capacités, on continue de renforcer les capacités organisationnelles. La question est de savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas, à un certain moment, se poser les vraies questions qui sont liées justement à, comment je peux dire, au niveau de la précarité générale, que ce soit au niveau des administrations, que ce soit au niveau des populations, parce qu'on l'a vu à travers les différentes présentations. Il y a un réel problème de précarité. Et au niveau politique aussi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et pour terminer sur le Sahel, est-ce qu'au niveau de vos observateurs, vous avez tout un dispositif de formation, comme l'a dit la dame de CIDT? Je sais qu'il existait des formations à un certain moment au niveau du CIDT pour les OSC et autres dans la sous-région. Est-ce que ce programme existe toujours? Je pense que c'est là où se trouve la question. Parce que si vous produisez un rapport qui est contestable sur le plan international, je pense que ça ne vaudrait pas la peine. Il faudrait à la base avoir un bon dispositif en termes de procédure, en termes de formation, en termes même d'accompagnement et en termes de vérification même de la qualité des informations que vous publiez. Merci. Ma question, je l'adresse à Ina. Je ne sais pas si c'est ça. Alors, elle a fait une présentation qui a montré les conséquences graves de ce que mon ami venait de dire tout à l'heure, les criminalités phoniques et floriques qui impactent sur la vie des communautés locales et même qui privent l'État à avoir ses ressources financières. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait temps aujourd'hui de mettre en place des juridictions spécialisées en matière phonique pour que ces juridictions s'occupent efficacement de ces questions? Parce que nous, par exemple, à l'RDC, nous avons constaté que beaucoup de magistrats ne sont pas intéressés ou ne sont même pas informés de ces questions. Non, moi, je pense que si, par exemple, il y a des juridictions spécialisées, il serait facile à ce moment-là de renforcer les capacités des magistrats, d'améliorer la coopération entre les États pour qu'il y ait une lutte efficace contre la criminalité et même aussi de consolider les enquêtes et les poursuites qui peuvent se faire au niveau national et au niveau international. Est-ce que l'ONU-DC ne peut pas sauter sur l'occasion aujourd'hui d'accompagner la mise en place de juridictions spécialisées au niveau de chaque État ou même une juridiction au niveau de la CEAC, comme nous sommes dans la sous-région de l'Afrique centrale? Merci beaucoup. Ma question sera orientée à celle qui a représenté le CIDT. J'aimerais savoir, vous allez constater que pour la plupart du temps, vous avez même constaté, vous avez parlé que pour la plupart du temps, les jeunes travaillent sur l'observation que sur la surveillance. C'est un problème de financement. Non seulement sur le financement, c'est aussi un problème. La majorité des jeunes qui travaillent sur l'observation et la surveillance, c'est ceux qui ont bénéficié de l'appui d'un projet. N'a-t-il pas possibilité parfois, pour faire que autant des jeunes puissent être bénéficiaires, il faut avoir quelque part, comment on appelle ça, des éléments. Comment faire la surveillance? De lancer parfois des appels à candidature à certaines ONG qui veulent bénéficier d'une formation sur la surveillance. Est-ce que vous ne pouvez pas inscrire cela dans votre budget pour que certaines ONG qui veulent bien faire la surveillance puissent postuler? Merci Arsène pour la parole. Je m'adresse à Clarisse. Dans le programme, présentation, qui êtes-vous? Jean-Marie Kanda, RDC. Merci. On n'a pas de suivi communautaire de couverts forestiers. Et ça m'a interpellé, ça m'a accroché, ce titre-là. Mais dans la présentation, certainement que Clarisse ne s'est pas trop appesantie sur les approches, les outils utilisés pour le suivi communautaire de couverts forestiers. Si elle peut me dire un petit mot là-dessus.
à nos panélistes de répondre par rapport à des questions qu'on nous a posées, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les questions. Là, je vais essayer de combiner un peu la réponse parce que je comprends que ça revient un peu au même. Alors, en ce qui concerne les formations à CIDT, il y avait, oui, vraiment, il y avait un programme de formation de long terme qui tenait lieu à l'université de Wolverhampton, mais malheureusement, à cause des restrictions du gouvernement britannique, ce type de formation a dû arrêter. C'est pas que nous, en tant que CIDT, nous avons arrêté ce programme, c'est juste que ce sont des restrictions du gouvernement et c'est au-delà de nos capacités. Pour les questions mais on essaie un peu de compenser ça dans le cadre des programmes que nous avons dans la région, comme le programme, par exemple, CD4C, et plein d'entre vous ici présents dans la salle ont travaillé avec nous sur ce projet-là. Et en fait, on essaie toujours de garder une partie des budgets de ces projets, de nos projets, pour investir dans le capacity building, le renforcement des capacités de nos partenaires dans la région. Donc, ça, c'est intégral pour nous, même si on n'arrive pas à avoir des formations classiques de long terme, on essaye quand même d'avoir des formations sur place avec les partenaires et on essaie de les accompagner dans les tâches de jour à jour dans le cadre des programmes que nous avons. Je sais que c'est un peu exceptionnel ce que nous sommes en train de faire parce que la majorité des ONG internationales n'ont pas la même philosophie, donc n'ont pas ils ne mettent pas cet accent sur le renforcement des capacités des partenaires locaux. Donc, ils ont une série d'activités à mettre en place et c'est tout. Mais à CIDT, on est vraiment intéressé dans tout ce qui est côté renforcement des capacités des partenaires locaux. Sur la question de financement, je vais juste dire un petit mot. C'est pas uniquement, malheureusement, monsieur, un problème de financement ou un problème de mobilisation de ressources, mais aussi on a observé que c'est aussi un problème d'autocensure que les ONG locales font eux-mêmes. C'est-à-dire, les ONG locales s'orientent toujours vers les questions ou bien les projets de OI dans le domaine de la forêt, mais pas dans le domaine de la faune. Et c'est là qu'on a commencé à penser pourquoi on voulait comprendre à CIDT, on voulait comprendre pourquoi cette division, pourquoi les ONG locales ne s'investissent pas dans le domaine de la faune en fait. Donc c'est pour cela, c'est en fait pour les raisons que je viens d'expliquer. Donc, oui, je suis d'accord avec vous que le financement est très important, mais c'est pas tout. Ça n'explique pas tout. Merci. Merci, madame. Et madame Ina, s'il vous plaît. Merci. Bon, c'est ce qui concerne les juridictions spécialisées, c'était ça. Je suis très contente que vous m'avez posé une question de la RDC, comme moi je suis la coordinatrice du programme en Kinshasa et pas ici. Donc, en fait, c'est ce que nous, on est en train de faire. On a un projet qui a comme résultat un projet anticorruption, je dois dire, comme résultat de justement voir la corruption comme
comme moteur pour la perte de biodiversité pour les forêts. Et on a fait au début avril un atelier interagence où on a travaillé avec ICCN et APLC, l'Institut congolais pour la conservation de la nature et l'Agence pour la prévention et lutte contre la corruption, pour justement voir comment on peut avoir un appui collectif. Et je suis tout à fait d'accord, oui, c'est le temps de consolider les efforts et d'avoir des changements. Dans le communiqué final, après 3 jours, cette proposition était effectivement là-dedans, où tous les experts qui on a mis autour d'une table et dans la salle, on s'est mis d'accord que il faut mettre à côté des magistrats, effectivement des experts dans chaque secteur en fait, mais surtout dans le secteur environnemental, pour leur aider et pour les sensibiliser et pour avoir des effets. C'est ce qui concerne pourquoi ONUDC ne commence pas à mettre en place une structure parallèle. Déjà, c'est une question d'appui politique et de demande de la RDC s'ils veulent ça. Les structures parallèles ne sont pas toujours la solution. D'avoir des structures un à côté d'autre et dire OK, on va faire d'autres choses et ils vont mieux faire. Mais c'est surtout une question des finances, mais aussi une question de demande. Ce n'est pas au NUDC de le faire. C'est ce que nous, on essaie de regarder comment on peut aider les structures qui sont là et trouver les liens, en fait, effectivement, que les magistrats travaillent avec les experts au secteur environnemental pour leur aider, comment les magistrats peuvent s'en servir. Merci. Merci, madame. Je pense que ceux qui ont posé des questions, vous êtes satisfaits des réponses. Sinon, l'occasion est que dans le couloir, vous pouvez bien approfondir vos doléances. Jean-Jacques, tu avais quelque chose à dire? Il n'y a pas une question orientée vers toi? Ou un petit commentaire? Bon, concrètement, il n'y a pas de question qui m'est adressée personnellement. Bon, je fais comprendre que nous sommes épaulés quand même dans cette initiative en République centrafricaine par l'Interpol. Interpol nous appuie et donc avec ONUDC aussi, qui renforce les capacités des magistrats, avocats et société civile aussi. Et la préoccupation de M. Lubala, elle est vraiment préoccupante. Je crois que ça pose maintenant, ça se pose comme une réflexion. Nous avons compris même qu'il n'y a pas véritablement même de procès en termes de criminalité phonique. Il y a trop de procès en termes de criminalité liée avec le bois, mais il n'y a pas de procès, pratiquement pas en termes de criminalité phonique. Est-ce que les magistrats ou les praticiens du droit ne maîtrisent pas bien ce domaine, ou est-ce que les législations ne font pas trop de contraintes, comment dire, mais en fait, il y a véritablement problème. Si on pourra même tenir à travers des coopérations judiciaires, faire des sessions spéciales sur les criminalités phoniques, floristiques, etc. Je crois que la réflexion est déjà lancée. Il y a une question qui est orientée vers Madame Clarisse. Je pense qu'on peut écouter votre voix, s'il vous plaît. Merci. Merci, Jean-Marie, pour votre question qui était un constat que je ne me suis pas appesantie sur les outils de suivi communautaire. Oui, effectivement, l'objectif pour moi, quand j'ai préparé la présentation, était de présenter l'approche d'observation
que nous avons développé. Il n'y avait pas assez de temps pour mieux expliquer l'outil que nous avons développé, mais quand même, je l'ai présenté. Je ne sais pas si vous êtes satisfait. Merci beaucoup. Je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, le couloir nous permet d'échanger un tout petit peu parce qu'en étant ici, on ne peut pas sortir comme ça. Mais nous allons peut-être vous donner aussi une expérience qu'on est en train de vivre ici. Je prends 5 secondes. Nous avons lancé Sport Planet au niveau du Congo. Donc, vous pouvez aller vous taper c'est dans le site de Climate Change, Sport Planet. Il y a le match contre le braconnage et pour la conservation de la biodiversité. Donc, on utilise le sport comme outil de sensibilisation. Donc, match contre les changements climatiques, ainsi de suite. Donc, nous sommes dans le temps imparti. Il nous reste 2 minutes. Je pense qu'on peut... Oui, attendez, je vous écoute. Merci beaucoup. Je prends la parole. Je suis Alain Onouka Gomat, coordonnateur du projet Paysage Forestier Nord-Congo, en abrégé PPFNC. En fait, si j'interviens, c'est parce que je sens que cette question très pertinente qui a été soulevée tout à l'heure par l'un des intervenants mérite quand même d'apporter un tout petit peu d'éclaircissement en ce qui concerne le Congo, notre pays, sur le faible niveau d'implication du côté juridique. Je suis témoin d'un travail qui est en train de se faire et qui prend suffisamment d'avancées. Dans le cadre de notre projet, nous avons une composante, en l'occurrence la composante 1, qui est en relation directe avec la biodiversité, dans le cadre du renforcement de la lutte anti-braconnage. Nous avons tenu 2 ateliers. Le premier, nous l'avons fait à Wesso, il y a exactement 1 année, et le deuxième a été fait il y a à peine 1 mois et demi. Alors, ici, il s'agissait de mettre en place un cadre juridique de plateforme départementale dans le cadre de la lutte anti-braconnage et de la criminalité faunique. Le contexte ici qui a été fait nous a permis d'impliquer un certain nombre de parties prenantes et surtout le côté juridique ou judiciaire, y compris toutes les forces vives, la police, la gendarmerie, tout ce qui agissent dans le cadre des forces de l'ordre. Donc, c'est pour vous montrer quand même qu'ici, on voit bien qu'il y a une certaine implication qui est en train d'être faite. Et la preuve, ça a permis de mettre en place des procédures qui ont été adoptées. Et ensuite, on a même pu prendre un arrêté préfectoral qui a été signé par le préfet, qui reprécise tous ces aspects que je venais de soulever. Donc, je pense que c'est une dynamique. Et je pense que dans les années qui vont arriver, qui vont venir, au fur et à mesure, ce secteur-là va être certainement impliqué. Merci. Merci beaucoup à tous. Et puis, nous allons remercier nos panélistes à travers nos acclamations, s'il vous plaît. Et merci beaucoup. Donc, notre session vient de prendre fin et nous avons respecté le délai. Et félicitations aussi à vous-même.